tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne. Au sommaire aujourd'hui, Olivier Riesen qui passe le cap des 100 jours à la municipalité, assermenté le 6 mars. Après le poste laissé vacant par la démissionnaire Élise Beukel, le PLR fait le premier bilan en compagnie de notre rédacteur en chef Florian Cavalieri. Bonjour messieurs, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Andrea. Ensuite, toujours du côté de l'actualité, mais cette fois-ci en images, on découvre le montage du Paléo à quelques jours de l'ouverture du festival et en compagnie d'Alexandre. On ouvrira ensuite notre page sport. Après une saison de Coupe du Monde contrastée, la grimpeuse Sofia Yokoyama revient des Jeux européens de Cracovie. Bonjour Sofia, bienvenue. Ensuite, on ouvrira notre page culture. À vos côtés, juste à côté de Sofia Yokoyama, Caroline Meyer, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, la nouvelle chef de l'ensemble choral de la Côte. Vous dirigiez ce week-end vos premiers concerts. Musique maestro et à tout à l'heure. Je le disais en introduction, Olivier Riesen était élu à la municipalité nyonnaise le 26 février dernier après une campagne éclair et reprend donc le poste laissé vacant par la démissionnaire Élise Beukel. Assermenté le 6 mars, il fête aujourd'hui donc ses 100 jours à l'exécutif nyonnais, Florian. Exactement, et la tâche est lourde pour lui puisqu'il doit s'intégrer dans un collège de 6 personnes soudées au-delà des luttes partisanes par la crise qu'ils viennent de traverser et surtout aller vite, c'est-à-dire imprimer sa marque avec la case apprentissage de rigueur, soit les 2 années de début de législature où l'on considère qu'un nouvel entrant au sein d'un exécutif doit se faire la main sur ses dossiers et en l'occurrence pour Olivier Riesen, ce sont les dicastères des ressources humaines et des affaires régionales. Alors Olivier Riesen, on vous avait reçu sur ce plateau le 6 mars au lendemain de votre assermentation. On va vous rafraîchir la mémoire. Voici ce que vous disiez. C'est deux très bons dicastères et j'ai surtout l'impression que le collège a réfléchi pour essayer d'utiliser au mieux les nouvelles compétences qui sont arrivées dans la municipalité et j'espère pouvoir le faire. Ouais, ces nouvelles compétences, vous parlez desquelles des vôtres, en tant qu'avocat notamment, puisqu'on sait que c'est votre profession, c'est ce que vous voulez mentionner? Modestement, c'est ce que je sous-entendais, ouais. 2 dicastères donc, j'imagine qu'on commence par celui des ressources humaines, Florian? Exactement, commençons par les ressources humaines, mais tout d'abord une petite question quand même. Qu'est-ce que ça fait passer du rôle de conseiller communal, soit du législatif, à celui de municipal, soit de l'exécutif? C'est évidemment une tâche totalement différente, mais c'est quelque chose de très intéressant, franchement passionnant. C'est un job que j'aime beaucoup faire. En fait, je suis très heureux et satisfait de ce passage. Et puis, ça permet surtout de voir en fait tout le fonctionnement de l'administration. Alors, vous l'avez commencé par le dire, les ressources humaines, on va en parler. Il faut bien se rendre compte qu'aux ressources humaines, en fait, c'est comme une espèce de matrice. Vous voyez absolument tout ce qui se passe dans la ville, quand ça bouge et à quel endroit. Donc, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment différent comme métier d'être conseiller communal et d'être municipal? Oui, oui, puisque comme municipal, vous avez vraiment une faculté de décision en fait. Hein. Chaque semaine, vous êtes amené à prendre des décisions, que ce soit au moment de la séance, en plénum avec la municipalité, ou bien dans la conduite de votre dicastère. Et franchement, c'est vraiment la différence principale. Alors on connaît le chef de campagne, on connaît le président de parti et le candidat, Olivier Riesen en tant que municipal, c'est qui? Aux ressources humaines, c'est quelqu'un qui essaye de colmater certaines brèches qu'il y a pu y avoir, qui essaie d'amener son savoir-faire, sa compétence, qui essaie de donner et motiver les gens pour aller de l'avant, pour faire que cette équipe, elle soit à nouveau une équipe vraiment dans une optique transversale pour pouvoir offrir des services à toute l'administration. Et comme vous le savez, on a ce règlement qui va venir, règlement qu'on va devoir mettre en place. Et là aussi, c'est d'apporter mon soutien à l'équipe pour que ceci puisse se faire le mieux possible, aussi sous un angle juridique. Alors pour l'instant, on parle beaucoup de ressources humaines. Et puis, effectivement, au dernier conseil, lundi, il y a eu ce fameux rapport de la COGES, un rapport qui a été adopté par le législatif. Alors la municipalité, dans l'affaire Beukel, a tout fait juste, selon ce rapport, en tout cas sur la forme. Pour vous qui avez suivi cette affaire en tant que conseiller et puis connu l'épilogue en tant que municipal, alors c'est un soulagement pour l'exécutif, ce rapport, le fait qu'il ait été accepté par le conseil. Il n'y a plus de zone d'ombre dans cette affaire. Je pense que, alors, pour la municipalité, incontestablement, le rapport de la COGES est quelque chose de positif. Incontestablement, le fait que la décharge ait été donnée par le Conseil, bien sûr. Le rapport de la COGES, comme vous avez peut-être pu le lire, cette fois, il va un peu plus dans le détail et la COGES a pu aller un peu plus dans le détail parce qu'elle a obtenu la vision sur beaucoup de documents, enfin tous ces fameux documents que la municipalité, pendant un certain temps, ne pouvait pas donner.
Donc sous cet angle-là, oui, bien sûr, c'est une opération satisfaisante pour la municipalité. C'est la fin. Je vais appuyer justement la question de Florian. Quel était le sentiment justement au lendemain de ce conseil de la municipalité? Elle s'est sentie soulagée. Qu'est-ce qui s'est dit? Alors, depuis, nous n'avons pas encore siégé en plénum, ce sera seulement lundi prochain. Vous vous êtes certainement rencontrés. Alors, bien sûr qu'on se rencontre et puis qu'on discute. Et de la satisfaction, bien sûr, de la satisfaction. La satisfaction surtout que la COGES a relevé un point, c'est-à-dire que c'était une grande difficulté. Pour la municipalité, c'était vraiment pas évident de pouvoir communiquer, mais c'est que ce qui a quand même été dit, c'est que la trame qui a été suivie par la municipalité, les décisions qui ont été prises par la municipalité, c'est-à-dire de ne pas révéler certaines informations à des moments précis, ça a été validé. Et puis, ce que la municipalité a retiré du rapport Muller et la manière avec laquelle elle s'est comportée par la suite et ce qu'elle met maintenant en place, elle implémente, pardon, ça aussi, ça a été relevé par la COGES, donc ça c'est très positif. Alors, dans le service des RH, les ressources humaines que vous avez comme dicaster, on a l'impression que tout est sous toit, que la feuille de route est fixée et que vous n'avez plus beaucoup de marge de manœuvre. Comment allez-vous imprimer votre patte et puis qu'est-ce qui vous reste à faire comme travail? Alors, merci de poser la question. Le règlement, en fait, c'est le point d'ASHOP et c'est le point central de tout ça, puisque le règlement, ça va être un outil qui va permettre à la ville de travailler pendant les 20 ou 30 prochaines années. Le règlement, c'est une chose. Après, il y a toute la mise en place du règlement. Ça veut dire les différentes directives qui vont avec, les différents documents de soutien. Donc ça, c'est un travail pour lequel moi, je vais pouvoir mettre complètement ma patte. Et puis surtout, après, il y a tout le développement, ce qu'il faut reprendre, c'est-à-dire les services que, normalement, des ressources humaines sont capables d'offrir. Donc des services de soutien, par exemple de management, ou bien dans 36 000 autres domaines, à tous les autres dicasters de la ville. Et ça, c'est quelque chose que je me réjouis vraiment de pouvoir prendre en main, y mettre ma patte, et j'espère, dans 3 ans, quand à la fin de la législature, j'espère avoir fait ceci. Et puis, on verra bien à ce moment-là le résultat. Alors ça, c'est notamment le préavis qui a été déposé en début d'année. Il y a un qui concerne 19 postes qu'il faut maintenant intégrer dans l'administration. Ça représente près de 2,6 millions de francs par an. Est-ce que votre job, finalement, au sein de l'exécutif, c'est de vendre ces places de travail au sein de la droite? Bon, je rappelle juste une chose. Politiquement, cette décision a été prise avant que je vienne. Maintenant, évidemment, que je suis au sein du collège et que je suis en plus le municipal en charge des ressources humaines, je porte ceci. Peut-être 2 choses très importantes à voir. Certes, on demande 19 EPT, ça représente à peu près 2,6 millions en plus au budget, mais il ne faut pas imaginer qu'à partir du moment où le préavis est adopté par le Conseil, que le lendemain, on va engager les 19 EPT. Non, c'est jusqu'à 2030, hein, sauf erreur les engagements, et c'est pour préparer les lignes directrices 2030, justement. Alors, pas seulement, c'est pour répondre à certains besoins tout à fait concrets, qui sont là au sein de l'administration. Puis après, il faut se rendre compte que sur le marché, ce n'est pas toujours évident de trouver les gens. Donc, peut-être que ces 19 EPT, admettons qu'ils soient donnés en tant que tels par le Conseil, peut-être que ce sera seulement en 2024 ou en 2025 qu'on aura pu engager ces 19 personnes. Mais c'est surtout nous permettre à la municipalité d'avoir une latitude et de pouvoir le faire. Alors, merci pour ces explications. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Ma question était la suivante. Est-ce que votre job, c'est de vendre justement cette augmentation de la masse salariale à la droite? Mon job, c'est de faire comprendre au Conseil, mais aussi à la population, qu'il y a une logique là derrière, que grâce à ces 19 EPT, le fonctionnement de la ville va être amélioré, la qualité des prestations va être améliorée, et ça, c'est une explication que je dois donner à tout le monde, tant à mes collègues de la droite qu'à mes collègues de la gauche. Pardon. Et on va passer au dicaster suivant, le dicaster des affaires régionales. Voilà, alors justement, vous êtes responsable économie, c'est un poste de droit de la municipalité au sein du CODIR. C'est quoi l'économie au sein de Région d'Oignon? Alors justement, là vous parlez de Région d'Oignon, peut-être juste une première petite phrase. En réalité, donc, mon rôle, je suis un peu un ambassadeur de la ville. Hein, dicaster des affaires régionales n'existe pas vraiment en tant que tel dans d'autres communes. Pour venir au CODIR de la Région d'Oignon, oui, je suis en charge de l'économie. Mon rôle là, c'est de favoriser la promotion économique autant que faire pour la région. Concrètement, ça signifie, c'est mettre en place différents outils qui permettent après aux communes de réfléchir pour mieux, par exemple, connaître leur tissu économique. Et puis, bien sûr, le but aussi, c'est de rencontrer les acteurs économiques. Il y a un prix à l'économie, qui a un double volet que nous donnons. Enfin, c'est par ce biais-là qu'on essaye d'améliorer et d'encourager on va dire, le dynamisme économique de la région.
Oui, alors ce prêt à l'économie, c'est la phase visible, mais concrètement, les dossiers sur lesquels vous travaillez, que vous préparez, ce sont lesquels? Alors, très concrètement, le premier dossier sur lequel je vais travailler, c'est la mise en place d'un registre régional des entreprises. C'est un outil en fait qui va nous permettre d'avoir pas mal de données un peu plus complètes sur les entreprises pour mieux connaître le tissu économique de la région et pour pouvoir, par exemple, anticiper dans le futur certains besoins. Ça, c'est le premier préavis que je vais porter pour le CODIR, et ça sera au mois d'août de cette année. Le Grand Genève, est-ce que c'est un de vos dossiers? Parce que finalement, c'est une construction sociale, mais c'est aussi et surtout une construction économique avec beaucoup de subventions, beaucoup d'argent, beaucoup de projets. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous en êtes l'un des responsables? Alors, j'en suis un des responsables en étant membre du CODIR de Région de Nyon. Vous l'avez souligné, oui, c'est un élément extrêmement important. Il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Région de Nyon a évidemment tout un intérêt à être associée à ceci. Et dans ce cadre-là, je n'aurai à jouer mon rôle comme membre du CODIR de la Région de Nyon. Oh, vous êtes membre du CODIR, mais vous êtes aussi membre du conseil d'administration de Télédol. Télédol, c'est un dossier important dans la région. Télédol a notamment donné ses actions sauf erreur à la région. Et c'est des actions qui concernent la station de ski de Jura-sur-Léman. On sait que ça ne va pas très bien, hein. Les années se succèdent, il y a peu de neige. Il y a notamment un dossier qui s'appelle le Lapin Blanc, qui devait être la zone d'accueil, qui ne va pas se faire, en tout cas pas pour tout de suite, il n'y a pas d'argent. Quelle est votre opinion là-dessus? Alors, deux choses. Premièrement, ça fait seulement 3 mois que je suis là, donc aujourd'hui j'ai une vision de ce qui se passe, mais je n'ai peut-être pas encore la vision complète en étant membre du conseil d'administration de ce qui s'est passé. Certainement, je n'ai pas l'historique. Maintenant, vous avez mis le point sur le Lapin Blanc. C'est un secret de polichinelle. Hier, il y a une résolution qui a été déposée au Grand Conseil demandant, qui a été largement soutenue par beaucoup de députés qui demandent en fait au canton d'intervenir et de mettre des sous sur la table pour pouvoir terminer en fait la construction du Lapin Blanc. Il faut savoir que le conseil d'administration, à côté de ça, n'est pas du tout resté inactif. On cherche différents moyens pour obtenir l'argent nécessaire pour pouvoir terminer le Lapin Blanc. Mais je ne vois pas du tout ça d'une manière aussi négative concernant la fin et le financement de ces travaux. Le plus grand problème, c'est celui sur lequel vous avez mis le doigt, c'est l'évolution climatique, c'est que ça devient de plus en plus difficile d'exploiter une station de ski, donc une station de sport d'hiver, d'où l'idée aussi d'avoir maintenant une réflexion de pouvoir utiliser cette station pendant les 4 saisons. Et ça permettra certainement de générer d'autres recettes et sur le long terme d'assurer la viabilité de cette station. Oui, mais sur cette station, il y a encore des gros investissements qui sont attendus. Est-ce que finalement, il ne faut pas tirer la prise? Alors, des gros investissements. Donc, le Lapin Blanc, contrairement à ce qui est un peu dit, on est à but touchant. Hein. J'entends, il reste encore quelque chose à faire. Il y a de l'argent à trouver encore. Il y a de l'argent à trouver, mais c'est pas qu'on a des demi-murs. On ne parle pas de demi-murs. Hein. On a une enveloppe aujourd'hui qui est construite. Et puis, c'est une question de finition. Après, vous parliez d'infrastructures. Alors, il y a certaines infrastructures qui sont déjà existantes, hein, qui sont en place, mais il y a surtout un projet de réflexion d'enlever certaines infrastructures qui sont un petit peu vieillottes, de réaménager en tout cas le domaine skiable. Donc, en réalité, on va plus dans une logique d'allègement que de continuer à alourdir par des dépenses et des coûts d'investissement et après de maintenance et de maintenance. Donc, une utilisation sur les 4 saisons, on change un petit peu son fusil d'épaule. Jusqu'à présent, c'était quand même soutenir, coûte que coûte, cette station de ski. Alors, l'objectif principal, bien sûr, ça reste le domaine skiable et l'exploitation hivernale des installations, mais on s'inscrit et on doit s'inscrire dans une logique de réflexion pour inclure des activités qui se déroulent l'été, respectivement le printemps ou l'automne. Les prochaines échéances pour le municipal que vous êtes en charge des ressources humaines et des affaires régionales, ce sont lesquelles? Alors, principalement, c'est le règlement du personnel. Hein. Mais ça devrait être sous toi à la rentrée. Hein. Il y a un deadline qui a été fixé aux conseillers pour que ce règlement entre en vigueur au 1er janvier 2024. Donc, on peut dire qu'à partir de septembre, ce règlement est sous toi. Alors, à partir de ça, on travaille déjà aujourd'hui sur la mise en place, mais bien sûr qu'on doit attendre maintenant que le Conseil nous donne en fait le feu vert. Et après, une fois qu'on a le feu vert, franchement, les 3, 4, 5, 6 prochains mois vont être vraiment beaucoup centrés sur le règlement,
son adoption. Il faut imaginer qu'il faut refaire toute une série de contrats de travail, il faut rencontrer les gens. Voilà, ça va être vraiment la principale tâche en fait des ressources humaines pendant 4, 5, 6 mois. Et puis les affaires régionales, j'imagine, c'est prendre la température du CODIR de région de Nyon. Alors, c'est s'inscrire dans le CODIR de région de Nyon, c'est de développer et puis de prendre cette casquette de promotion à l'économie et de responsable à l'économie. Puis après, c'est de travailler sur tous les différents dossiers qu'il y a. Et puis, bon, pour tous les autres dicastères, enfin tous les autres, comment dire, conseils d'administration ou autres conseils intercommunaux dans lesquels je suis, c'est de continuer et puis de suivre un peu le courant des affaires qui viennent. Olivier Rizan, municipal à Nyon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous allez au Paléo? Merci à vous, oui. Ouais, Paléo, c'est quelque chose qui vous plaît d'habitude? Quel genre de concert? Vous êtes plutôt quel style de musique? Rock, mais je suis très éclectique. Et puis Paléo, oui, ça me plaît. En étant jeune, le Paléo se déroulait en bas au bord du lac et puis j'habitais tout près. Donc ouais, c'est quelque chose que je connais depuis de nombreuses années. Une sortie qui fait partie de je crois qu'on va entendre Olivier Rizan, enfin en tout cas on va voir Olivier Rizan danser sur Desert Samba, puisque c'est le Brésil, sauf erreur. C'est vrai, mais il est plutôt rock et il l'a dit. En tout cas, on le verra peut-être sur scène. Ça, c'est Florian qui l'a vendu. Je ne m'y engage pas. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous deux. Donc, direction la plaine de Las pour découvrir le montage du Paléo en compagnie de Stéphane Piton, responsable des infrastructures. Bonjour Stéphane Piton. Salut Alexandre. Alors, ça y est, on est là sur la plaine de Las, à 3 semaines du festival. Ça va les montages? Comment vous vous sentez? Tout va bien? Ouais, on est de bonne humeur, il fait beau, on a la mi-temps du montage et jusque-là tout va bien. Il y a combien de personnes là, qui travaillent sur site là Alors, combien de personnes? J'arrive jamais à dire combien il y en a qui travaillent, mais je peux dire qu'il y avait 300 personnes pour manger à midi. Vous me faites le petit tour du terrain, comme ça on regarde un peu où ça en est? Avec un grand plaisir. Ah bah c'est parti. L'an dernier, il fallait remettre en route cette machine, les bénévoles, c'était une chose, nous, les permanents, c'était difficile de se remettre en route. On avait perdu un peu le physique, on avait perdu le rythme. Les entreprises aussi étaient dans la souffrance, il a fallu remettre ça en route. Et cette année, on peut dire que tous les voyants sont au vert et tout le monde s'est remis à jour et tout le monde est dans le rythme qu'on avait en 2019. Le forum là, effectivement, c'est devenu une icône, c'est un symbole. On voit les stigmates de l'année dernière, les stigmates de la poussière, de cette sueur qu'on a eue l'année passée. Dans les petits changements, la scène Belleville, on l'a reconduit, on va changer les couleurs, c'est le même décor, mais on l'a orienté différemment pour que ça soit encore plus immersif pour les spectateurs. Ça prend 3 semaines à monter cette grande scène? C'est 3 semaines. Ouais, ça reste un gros morceau. Là, ils sont une vingtaine de spécialistes, c'est des professionnels qui montent ça. Ils la montent qu'une fois par année. Elle a été faite pour nous, sur notre demande. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres festivals qui la prennent. Elle est trop grande pour bien des sites. La terrasse, c'est 25 voyages en semi-remorque. C'est aussi une grue, c'est aussi 2 semaines de montage. On est de l'autre côté de la terrasse, au quartier des Alpes, et puis on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'aménagement. Ça faisait 10 ans qu'on avait un décor, là, ceux qui faisaient de la dentelle sur acier, l'équipe de Monique Lamouche. Mais on a décidé de se séparer d'eux parce qu'il faut un peu de changement. Et puis cette année, on va amener un nouveau décor, un décor lumineux, assez floral. Et on est en train de faire ces petites estrades, ça commence maintenant. C'est quoi qui vous plaît pendant cette période très particulière des montages chaque année? C'est cette ébullition, cette fourmilière qui s'active pour travailler, pour que le festival se construise? Ce qui nous motive, mais tous, je ne veux pas mouiller pour les autres, mais c'est les rencontres avec des gens, des bénévoles, des gens qui viennent depuis des années, des fidèles, des nouveaux, qui embarquent pour la première fois, qui chopent le virus. C'est des rencontres avec des fournisseurs, des entreprises. C'est un bon virus, le virus Paléo? Ah, il est plutôt agréable. Là, on arrive au village du monde. Difficile de lire, comme ça va être aménagé. C'est le Brésil cette année, l'hôte d'honneur du village du monde. Et le Brésil, c'est des feuilles qu'on voit tout là-bas au fond. C'est des feuilles un petit peu stylisées. Et puis là, il va y avoir une cascade d'eau et de verdure. Si vous en voulez un pour votre jardin, c'est possible. Ah bon? Il y aura un petit QR code dessus. Vous allez flasher, puis si vous en voulez un pour votre jardin, ça sera possible. Ah d'accord, donc après comme ça on peut recycler ces grandes feuilles. Depuis le dôme, derrière moi, jusqu'au fond de la Seine Vega, là-bas vers le balcon, on a la plus grande ligne droite, le grand axe de vision, et je vois tout ce qui manque. Et puis dans le fond, là, il manque la Seine Vega. Et en fait, elle a eu tellement de succès, tout le monde se l'arrache. Ça sera la grande scène de Belfort qui joue ce week-end, Belfort. Là, il y a un petit changement, on a reculé un peu le balcon pour donner un petit peu plus de place. Pas beaucoup, une dizaine de mètres, mais ça suffit pour accueillir dans des très bonnes conditions 15-18 000 personnes dans cet espace. Les charges financières, notamment des matériaux de construction, des entreprises, ça a été très élevé.
Effectivement, on a un budget qui a pris l'ascenseur. En fait, ce n'est pas un immense problème, mais c'est une vraie question. Jusqu'où vont flamber les prix? Là, je te fais visiter le bureau des constructions. Les constructions, c'est 750 personnes la semaine du festival. C'est 300 personnes qui travaillent aujourd'hui sur le site, entre les entreprises et les bénévoles. On a une quinzaine de secteurs. C'est des plans d'accroche et de lumière d'Indochine, parce que ça va nous prendre quand même pas mal d'énergie ce concert du dimanche. Ils viennent avec des écrans géants et on doit calculer les charges, savoir où on peut mettre les quelques tonnes d'écrans géants et de projets qu'ils ont au plafond, pour savoir où on peut accrocher tout ça avec le reste. Il faut que ça cohabite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour les 3 semaines qui restent? Qu'on continue aussi bien que les 3 premières semaines, et puis que du bonheur. Et que du bonheur. Et alors on se voit pendant le festival. On se réjouit de vous accueillir, et tout le monde aussi. Et on ouvre à présent notre page sport en votre compagnie. Sophia Yokoyama, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de vos ambitions, notamment des Mondiaux de Berne en août prochain. On va revenir également sur votre saison, une saison de Coupe du Monde contrastée avec notamment ces Jeux européens de Cracovie. Bonjour Sophia, bonjour. On est ravis de vous avoir, une 6e place. On sait que c'était une compétition que vous allez évidemment nous expliquer, mais que vous êtes surtout un peu déçue. Ouais, pour moi, les Jeux européens, c'était pas aussi important que d'autres sports. C'était pour d'autres sports d'être sélectif pour les Jeux olympiques et avoir une place. Moi, c'était plutôt juste y aller parce que je pouvais y aller et puis essayer de mettre en place quelque chose pour les championnats du monde à Berne. Vu qu'au final, en soi, ma performance n'était pas mauvaise, c'est juste que j'ai pas réussi à mettre en place exactement ce que je voulais. Et du coup, finir 6e, enfin dernière de la finale, c'est un peu décevant, mais d'un côté, c'est pas très grave non plus. C'est pas très grave pour la suite, mais quand même, j'aimerais comprendre un petit peu l'ambiance qu'il y avait sur place. Ces Jeux européens de Cracovie, comment c'était? Expliquez-nous. C'était vraiment cool. On restait dans le village des athlètes. Du coup, on était tous les athlètes ensemble. On était toute l'équipe suisse à un même endroit, ainsi que les autres sports. Et puis, on avait la cantine, on se rejoignait tous là-bas. Et puis, il y avait tous les athlètes, on mangeait ensemble. Puis après, il y a différentes endroits où chaque sport a lieu. Puis nous, on était un peu plus loin, ce qui était un peu dommage. On avait quand même genre 1h30 de route pour arriver au lieu de la compète. Mais ouais, sinon, en général, c'était vraiment incroyable. On va revenir un petit peu sur votre saison, avec notamment cette Coupe du Monde qui s'est achevée il y a Innsbruck il y a 2 semaines, une saison contrastée, on l'a dit, avec des belles performances. Vous avez terminé 12e au Japon, 18e à Prague. Et puis il y a eu d'autres manches un peu plus compliquées finalement et des résultats plus décevants. Comment vous expliquez finalement cette montagne russe? Je trouve que cette saison, le niveau a énormément augmenté chez les femmes. Je ne vais pas dire que le niveau n'était pas haut avant, mais c'est juste là, la moindre faute, ça se voit sur les résultats. Du coup, tu descends dans les places assez rapidement. Tandis que les autres années, tu pouvais, même en faisant quelques fautes, quand même rester haut dans le classement. Et du coup, cette année, c'est pas nécessairement que c'était une mauvaise compète ou ça s'est mal passé ou que j'étais pas en forme. C'était juste quelques fautes par-ci par-là qui fait que tu descends de 10, 20 places. Ouais. Et cette augmentation du coup du niveau chez les femmes, il est dû à quoi? Je pense juste tout le monde commence un peu à comprendre ce qu'il faut faire à l'entraînement et puis chaque année tout le monde progresse et puis juste cette année il y a tout le monde qui se trouve un peu au même endroit plus ou moins. Alors parlons un petit peu des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors cette saison fait partie des qualificatifs, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes spécialisé dans le bloc, votre discipline, mais pour les JO, il faut faire du bloc et de la voix. Est-ce que du coup vous allez quand même vous relancer dans cette autre discipline pour justement espérer faire partie des JO? Ouais, du coup, c'est toujours... Pour le moment, c'est une discussion que je dois avoir avec les entraîneurs, mais on s'était décidé en début de saison que je me concentre sur le bloc, dans le but d'avoir les meilleurs résultats que je puisse avoir en bloc, sachant que je n'ai pas nécessairement atteint les résultats que je voulais. C'est dur d'arriver, de se faire qualifier pour les JO, et du coup, si j'arrive pas à performer dans ma discipline, qu'est-ce qui va dire que je vais réussir bien dans l'autre? Et puis oui, ça serait une expérience incroyable pour arriver au JO, mais c'est quand même dans le but de faire finale ou podium. Et du coup, si au final c'est juste y aller pour pas être nécessairement en top forme, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur choix non plus. Donc si vous partez, c'est pour être sur le podium? Ouais, ce serait d'être vraiment sûr que ce serait possible d'arriver là. Prochaine étape, les championnats du monde d'escalade à Berne, notamment du 1er au 12 août. C'est une compétition importante et surtout à la maison. Comment est-ce que vous l'abordez du coup celle-ci?
Ouais, j'essaye de ne pas trop me prendre la tête. C'est sûr qu'il y aurait plus de pression, sachant que c'est à la maison, c'est les championnats du monde. Mais j'essaye de le prendre comme une compète, comme une autre. Enfin, il y avait les Coupes du Monde à Meiringen les années d'avant, c'était cool. Je ne vois pas pourquoi elle sera plus différente que la Coupe du Monde à Innsbruck. Juste vraiment d'essayer d'avoir le moins de pression possible. Et puis, ouais, dans les pires des cas, il faut accepter la défaite. Et du coup, si ça se passe mal, il y aurait d'autres moments pour performer. En tout cas, on aura plaisir à vous suivre, Sophia Yokoyama. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous. À très bientôt. Ouais. Au revoir. Très bel été. Et on ouvre à présent notre page culture en compagnie de notre dernière invitée, Coraline Meyer. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes la nouvelle chef de l'ensemble choral de la Côte et vous dirigiez ce week-end vos tout premiers concerts. Je vous propose qu'on écoute quelques extraits. Caroline, ces premiers concerts? C'est une grande émotion, une belle émotion à partager. Effectivement, ça fait 6 mois que j'ai fait la connaissance de ces chanteurs et que je les ai emmenés vers cette grande échéance qui était nos premiers concerts à Nyon. Et je crois qu'on les a bien vécus, ces concerts. Alors, vous êtes arrivé en novembre, mais avant de parler justement de votre parcours, qui est d'ailleurs très intéressant, qu'est-ce qu'on a entendu en musique? Alors, on a entendu différents extraits. Le premier, c'était en fait notre dernière pièce, une pièce populaire de Buenos Aires. Mais le cœur du concert, c'était la Missa Tango de Martin Palmieri, dont on a entendu d'autres extraits, donc une messe, on va dire, classique, mais avec un accompagnement et un arrangement tango, avec du bandoneon, du piano, de la contrebasse. Ouais, on dit de vous que vous êtes quelqu'un de très pédagogue, professionnel, mais surtout très enthousiaste. Est-ce que ça, c'est la patte Caroline Meyer, finalement, ce côté peut-être tango, argentin, peut-être latin? Je crois que c'était un bon choix de premier programme, c'est-à-dire le style musical correspondait au chœur, qui est un chœur d'oratorio, une 50aine de chanteurs qui font un répertoire classique, mais avec une petite touche aussi plus ensoleillée, qui bouge un peu plus, qui correspond aussi peut-être à la personnalité que j'apporte et qui leur correspond bien parce que c'est des chanteurs enthousiastes aussi. Alors, on va revenir sur votre parcours. Je crois que le tout premier chœur que vous dirigez, vous avez tout juste 20 ans et surtout, vous avez dirigé le chœur de la fête des vignerons. Comment est-ce que vous êtes passé du chœur de la fête des vignerons à, chez nous, l'ensemble choral de la Côte? C'est vrai que l'expérience de 2019 dans les arènes à Vevey a été une expérience qui est hors de tout qualificatif, qui arrive peut-être qu'une seule fois dans une vie, mais qui m'a surtout donné envie de continuer à diriger dans la région et peut-être, plutôt que de faire des chœurs par projet, de m'ancrer dans un endroit, de travailler peut-être sur un plus long terme, de manière pérenne avec un chœur. Et c'est vrai qu'avec l'ensemble choral de la Côte, on répète 1 fois par semaine, on monte 2 programmes de concerts par année, donc ça permet de faire tout un travail au long cours qui est peut-être moins évident quand on a 10 répétitions, un concert et que tout s'arrête. Donc c'est ce que je vise avec ce chœur. Ouais, et vous m'avez avoué que c'est une région que vous ne connaissez pas encore assez bien, en tout cas au niveau choral. Et la première fois que vous êtes allé écouter l'ensemble choral de la Côte, c'était carrément presque un coup de cœur, on peut le dire? Oui, pour moi c'était très important d'aimer le chœur dans lequel j'allais postuler. Et je suis allée les écouter, ils m'ont touchée parce qu'il y avait cet enthousiasme qui sortait de leur voix, du programme, beaucoup de musicalité. Puis aussi en dehors, on voyait que les gens s'entendaient bien ensemble et puis la qualité était déjà excellente. Je suis aussi allée les écouter au Théâtre du Jorat dans un programme avec mise en scène. Donc on voit que c'est un chœur qui est aussi prêt à sortir des sentiers battus, à travailler aussi avec l'implication du corps et scénaristique sur une scène de théâtre. Et j'ai entrevu vraiment un champ des possibles qui s'ouvrait. Je me suis dit que c'est là que j'avais envie d'être.
avec un processus de recrutement qui était assez compétitif pour en arriver là. Oui, ils se sont donné les moyens de vraiment trouver, je dirais, la chef qui correspond aussi au cœur, ce qui est très important d'avoir le bon match. Donc voilà, un processus de sélection, c'est d'abord faire acte de candidature, le CV, la lettre de motivation, mais c'est aussi un entretien avec une commission de recrutement, vraiment des chanteurs aussi qui posent des questions assez pointues sur comment est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va apporter. Et puis finalement, quand il reste que quelques candidats, une répétition test face au cœur, 45 minutes, où vous montrez ce que vous avez faire et aussi comment vous avez envie de travailler. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Parce que finalement, c'est un test, mais c'est la première fois que vous êtes face à un cœur que vous ne connaissez pas du tout. Comment vous avez fait pour les séduire? J'ai essayé d'être moi-même. Je crois que dans ces moments-là, il ne faut surtout pas tricher. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et en l'occurrence, voilà, j'ai fait un grand travail sur la voix, le travail corporel, mise en voix, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Comment est-ce qu'on prépare l'instrument comme un grand sportif avant de se lancer dans un match? Comment est-ce qu'on prépare tout ça? Je leur ai montré cet aspect-là. Après, un travail sur un répertoire qu'ils connaissaient, de leur montrer que j'étais capable de sentir et d'aller travailler à partir de l'endroit où ils étaient. Et puis après, une nouvelle pièce que j'ai apportée pour leur montrer comment je m'y prenais quand je leur apprenais un nouveau répertoire. Alors avec un peu, voilà, comme je suis, un peu d'humour, beaucoup d'écoute aussi, et puis de réactivité par rapport à ce qu'ils me proposaient. Un cœur amateur, mais vous l'avez dit, qui est pointu, il y a de la qualité. Oui. La suite pour vos objectifs à vous au sein de ce cœur, ça serait lesquels? C'est de continuer cette progression. Quand vous prenez un cœur en bonne santé qui chante déjà si bien, c'est déjà de maintenir le niveau. Accorder aussi, donc proposer toujours un répertoire intéressant, exigeant, donc toujours progresser sur ce plan. Et puis aussi accorder un soin tout particulier au recrutement. On sait que c'est le défi pour les chœurs. C'est le défi pour les chœurs, effectivement. On recherche toujours des voix d'hommes qui sont plus rares, un peu comme les bisons dans les plaines de l'Orbe. Il y en a très peu. Mais quand on en voit un, non, blague à part, c'est vraiment continuer à renforcer les registres, faire un travail vocal par registre. Et puis voilà, continuer à se faire plaisir. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Caroline, la prochaine fois qu'on pourra entendre l'ensemble choral de la Côte, c'est quand et où? Est-ce qu'il y a déjà des dates? Oui, des dates de concert, c'est à Noël, un programme de concert de Noël, Noël du Monde, avec harpe et percussion au Temple de Nyon. Si je ne m'abuse, les 8 et 9 décembre ou 7 et 8, il faudra vérifier sur notre site internet. Et on aura plaisir à vous revoir. D'ici là, Coraline Meyer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très belle journée à vous. À très bientôt. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.